Bonsoir, bienvenue dans iWeek, comme tous les mercredis soirs, 20h, 21h. On est en direct sur Watch TV pour passer ensemble en revue l'actu de la semaine, l'actu de cet écosystème Apple qu'on adore parce qu'on est tous très concernés et qu'on suit cet univers depuis des années. On est ensemble avec deux des visages familiers de ceux que vous connaissez bien désormais et que je vais tout de suite aller saluer. En commençant par toi, Gilles, bonjour. Bonsoir Benjamin, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va très très bien, on est à 15 jours de Noël, là, donc ça se prépare aussi du côté de chez toi, du côté du Béarn, c'est ça ? Voilà, le Béarn est le pays où poussent les candidats à la présidence de la République. Oui, c'est ça. On en est déjà à 3. Oui, ben, peut-être un 4e bientôt, alors. Oui. Eh ben, merci d'être avec nous, Gilles, pour cette nouvelle heure qu'on va passer ensemble. On est entre guillemets que 3, c'est pour ça que vous me voyez en double. C'est pas du tout la mégalomanie, hein, c'est juste pour remplir les cases, je vous rassure. Et à côté de moi, de ce côté-là, c'est encore un visage familier d'iWeek, exactement. Salut Guillaume. Salut les loulous. Comment vas-tu ? Écoute, comme un froid mois de novembre, plein de pollution, donc forcément ça va super. Bon, t'as des plaques paires ou impaires toi quand t'es en voiture ? Moi j'ai les deux, moi je change mes plaques avant de partir. Ah, t'as les deux ? Non mais faut pas les dire, c'est Alexandre Lenoir qui passe dans le garage juste après qui me les donne. Bon, on va... des plaques que je puisse aller travailler tranquillement. Bon, on l'embrasse Alexandre et si vous lui fait un poutou sur le nez. Ouais. Voilà, exactement. Et si vous êtes en direct avec nous en ce mercredi soir, le garage c'est justement l'émission que vous retrouverez juste après nous à 21h. Alors l'actu Apple, vous savez, on s'y intéresse toutes les semaines. Alors on est dans une période un petit peu pas si calme que ça parce que il se passe des choses. Pourtant, les annonces d'Apple, elles ont été faites et a priori, il n'y en aura pas d'autres avant le début de l'année, voire le printemps prochain. Alors, on est encore dans l'onde de choc de l'annonce des iPhones en septembre, des nouveaux iPad Pro et puis évidemment du MacBook Pro. Le MacBook Pro, on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il a connu des petits problèmes au niveau des batteries. Et les batteries, on va en reparler dans quelques minutes. Mais il a maintenant un problème au niveau de son écran. Alors, pas chez tout le monde, mais il y a effectivement un défaut. Gilles, qu'est-ce qui se passe ? Alors, apparemment, il y aurait un conflit entre le chipset qui est fourni par Intel et la carte graphique proprement dit, qui est, si ma mémoire est bonne, je passe sous le contrôle de Guillaume, fourni par AMD. Donc, Intel a déjà fourni un correctif à Microsoft pour Windows 10 et Apple aurait intégré à sa prochaine bêta le dit correctif dans le but de faire rentrer les choses dans l'ordre. Et si l'on croit Mac Rumors, si l'on en croit Mac Rumors, Craig Federighi serait même fendu d'un email à un utilisateur, un client d'Apple confronté au problème. Ouais. Guillaume. Alors c'est pas ATI, c'est AMD en fait, puisque ça fait longtemps qu'ils se sont fait racheter. ATI s'est fait racheter par AMD. Par rapport au problème graphique de cartes vidéo et tout comme ça, c'est pas un truc qui me surprend outre mesure, sachant que ce genre de problème souvent, là encore, ça dépend toujours des configurations qu'on utilise, des logiciels qu'on exploite, etc. Et c'est pas rare de voir des problèmes d'artefacts graphiques et autres sur une carte vidéo qui vient de sortir. D'autant plus que, alors que ce qu'on m'avait expliqué un de mes insiders chez Apple, c'est que le gros problème qu'ils ont, c'est que souvent quand ils font des rapports de bugs, les ingénieurs d'Apple vers les équipes de développement des constructeurs des cartes vidéo, souvent ils avaient l'impression que leur requête tombait dans une sorte de grand trou noir, ils avaient du mal à avoir des retours des fabricants là-dessus.
Donc pour eux, c'était un petit peu compliqué souvent à gérer. Donc là, en fait, on est dans une phase où les machines commencent à être vraiment dans la nature. Elles sortent en fait sont sorties des labos pour être vraiment dans les mains des utilisateurs. Donc on a une période souvent de 1-2 mois où, évidemment, on va se frotter aux premiers problèmes. Moi, je me souviens, j'ai eu un problème plus embêtant encore. C'était sur les PowerBook G4 à l'époque, les 15 pouces aluminium. Quand ils sont sortis, je les ai jetés dessus. Et au bout d'un mois, même pas, on se rendait compte qu'il y avait une tache blanche qui apparaissait au milieu de l'écran, une sorte de halo blanc. Là, c'était un problème vraiment matériel, mais qu'Apple a pris en charge très rapidement et c'était corrigé assez vite. Enfin, il y a pas eu de. C'est pas choquant. Enfin voilà, c'est toujours la mise en route qui est compliquée. Si vous avez besoin d'une machine tout de suite, attendez toujours un petit peu que les premiers bugs soient passés à travers. Enfin, malheureusement, je dirais que c'est un grand classique. Il y a eu des cas de machines qui ont des fois retardés de 2 mois parce qu'elles étaient juste buggées jusqu'à la moelle. Quand elles ont été annoncées, le temps qu'elles soient sorties, il fallait un peu de rodage, quoi. Ouais, enfin quand même, Guillaume, c'est des machines qui sont chères. C'est des machines que certains ont attendu plusieurs semaines. C'est quand même un petit peu rageant. Mais je dis pas que c'est pas énervant. Certains ont peut-être eu le problème de batterie, puis le problème d'écran. Ah, mais je dis pas que c'est pas rageant, je dis juste que voilà, c'est une nouvelle génération de bécanes, donc forcément, ils seront jamais aussi rodés que la 4e génération qui est sortie l'année dernière des PowerBook Retina, par exemple. C'est agaçant, mais je ne trouve pas ça choquant. Ce qui est très choquant, c'est qu'Apple dise bon non, il se passe rien. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout de suite, en fait, quand il y a ce genre de cas, là par exemple, on avait mis le lien vers un article du site Macrumors qui avait parlé de ce problème-là. Tout de suite, en fait, les ingénieurs d'Apple, carrément, appellent depuis Cupertino, ils appellent les clients en direct pour savoir ce qui se passe, pour avoir des informations, éventuellement nous remonter sur la machine, enfin, pour avoir vraiment plus d'informations possibles, pour voir si c'est un problème de pré-production ou si c'est un problème plus général. Après, voilà, c'est malheureusement le produit qui sortira parfait des usines sans aucun bug, il n'existera jamais. Ça, j'en suis convaincu. Ouais. Gilles, c'est quand même Apple est quand même dans une mauvaise période là en termes de fiabilité. En tout cas, c'est l'impression que donne la marque en ce moment. On a aussi commencé à parler de soucis qu'il faut un petit peu penser à l'affaire Samsung à propos de l'iPhone 7. Chez les Chinois, là pour le bug d'affichage, il semble que ce soit Intel le fautif et que Windows et Microsoft aient également été touchés. Donc, faut pas jeter uniquement la pierre, mais je suis bien d'accord avec ce que disait Guillaume. Apparemment, Apple dit c'est pas notre faute. Il y a eu de la maltraitance entre guillemets sur les iPhones incriminés, et c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes. Ça n'est pas sans me faire penser à l'épidémie typiquement franco-française qui avait touché les iPhone 3G et les écrans en particulier. Il y avait eu 3, 4 ou 5 écrans qui avaient mystérieusement spontanément lâché et qui s'étaient fissurés en France, et puis par ailleurs dans le monde, et c'était semble-t-il une tentative de faire passer la maladresse de l'utilisateur sur le compte des défauts de fabrication d'Apple. Il faut attendre quand c'est uniquement un foyer, si j'ose dire, puisqu'il s'agit de combustion spontanée apparemment. Quand il y a là, tu parles de l'iPhone maintenant. Oui, je reparle de l'iPhone 7, mais d'une façon générale, quand il y a un foyer comme ça... Ce qui s'est passé. Quel est le problème ? Comme chez Samsung, comme tu le disais, apparemment, l'iPhone a pris feu spontanément, ou sinon a noirci et a considérablement altéré l'aspect l'aspect esthétique de son design, quoi. Mais ça c'est grave, c'est potentiellement gravissime, parce que est-ce que ça pourrait être le début d'une affaire à la Samsung? Pour l'instant, c'est circonscrit à quelques 3 ou 4 cas, je crois, en Chine, uniquement en Chine. Ouais. Est-ce qu'il y a une mauvaise série sur une ligne particulière de fabrication qui a été destinée au marché intérieur de Chine continentale, ou est-ce qu'il s'agit effectivement de maladresse, de lésions qui ont été apportées à l'iPhone en tombant, et des altérations du
faux contacts, etc., qui sont apparus. Il est un peu tôt pour le dire. Ça peut être effectivement un problème à la Samsung, mais le problème de Samsung était mondial et est apparu simultanément dans un certain nombre d'endroits répartis dans le monde entier. C'était vraiment un défaut de conception. Là, soit il s'agit d'un défaut d'une ligne particulière de fabrication sur quelques exemplaires, soit des maladresses d'utilisateurs qui essaient de faire passer la faute, le blâme, comme disent les Américains, sur le constructeur. Guillaume, qu'est-ce que tu penses de ce début d'affaires autour de l'iPhone 7 et d'une possible combustion, on va dire, autonome du téléphone d'Apple ? Je pense que déjà, pour le moment, les proportions sont pas les mêmes que l'affaire de Samsung, où là, le Galaxy Note 7 était à peine sorti, qu'on avait déjà des cas d'embrasement spontané, d'explosion, et c'était pas sur 1 ou 2 appareils, sur X millions de vendus, c'était vraiment sur, genre, déjà 30 appareils sur quelques centaines de milliers, donc les proportions étaient déjà pas très différentes. Samsung a mis énormément de temps à réagir, donc c'est ça aussi qui les a un peu pénalisés. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration, en plus, les cas, a priori, sont plutôt localisés en Chine, essentiellement, là où on est sur un marché où on sait qu'il y a beaucoup de chargeurs contrefaits et que souvent, dans les cas de problème de batterie, les chargeurs contrefaits sont très, et j'ai déjà expliqué ici, les chargeurs, c'est très sensible, il faut pas mettre n'importe quoi. Si vous mettez un chargeur, et le problème c'est qu'ils ont aussi, voilà, vous mettez un chargeur à 5 € qui s'appelle pas Apple, déjà c'est pas une bonne idée. Le problème c'est qu'on trouve aussi beaucoup de chargeurs qui sont marqués Apple dessus, mais qui sont des vrais contrefaçons, et où là le problème c'est qu'il y a un vrai danger parce que Apple se bat là-dessus, hein. Et d'ailleurs, si un jour vous tombez sur un chargeur Apple contrefait, vous le ramenez à Apple et vous l'échangez contre un chargeur Apple sans aucun problème, faut le savoir ça. Hein. Donc oui, il y a eu des cas déjà, ils font des échanges directs sans aucune discussion. Donc ça vaut le coup, oui et non. Enfin, si vous avez envie de vous mettre en danger, oui. Après, oui, si tu veux dire, j'achète un no-name marqué Apple dessus, puis voilà. Mais c'est un gros souci. Enfin, c'est un gros problème de santé, de santé publique, à ce niveau-là presque. À quoi Alors, question concrète, Guillaume, à quoi est-ce qu'on reconnaît en vente online, enfin sur des sites, un vrai d'un faux ? Eh ben, si le prix est 3 fois plus cher que le prix que vous estimez d'un chargeur, c'est un Apple. Voilà, c'est ça. Je suis sarcastique, mais c'est presque ça. En fait, le problème, c'est, là encore, on pourrait retrouver les liens. Il y a un ingénieur électronicien qui s'est amusé à faire des comparatifs entre les chargeurs Apple et les chargeurs no-name, en termes de qualité de fabrication et surtout de gestion des dangers en cas de problème de surcharge, etc. La différence entre celui d'Apple et celui d'un chargeur chinois à 3 € était incroyable. Enfin, dans un cas, il disait, voilà, dans un cas, vous le branchez, vous risquez la mort. Dans un autre cas, s'il prend feu, il y a très forte chance qu'il n'y ait pas de dégâts au-delà de l'appareil. On dit pas 0, on dit moins de dégâts possibles. Mais quand tu dis vous risquez la mort, ça veut dire que je crois qu'il est prouvé que quasiment 100% des chargeurs contrefaits sont effectivement très dangereux. Ah oui, en fait, ils sont pas forcément liés à la Terre et il peut y avoir des problèmes de gestion. Alors après, je suis pas électronicien du tout, donc je vais pas dire de bêtises. Mais enfin voilà, grosso modo, en cas de moindre charge, de tolérance de charge ou quoi que ce soit de surtension ou autre, l'appareil vous explose dans les mains et il peut faire flamber votre baraque, quoi. Ouais. Mais là, on parle des chargeurs de type les chargeurs pour les MacBook, les portables, ou on parle de chargeurs de batterie externe pour recharger son iPhone. Là, c'est encore différent. Le cas là, on parle de batterie externe, c'est encore différent parce que là, on peut les brancher effectivement sur n'importe quoi. C'est encore un peu différent. Là aussi, il faut se méfier parce qu'on trouve aujourd'hui des batteries très peu chères et qui pourraient poser des problèmes techniques plus ou moins importants. Voilà. Moi, je me souviens par exemple d'un cas que j'ai eu. J'avais acheté il y a très longtemps une batterie de type, je crois que je sais plus la marque Mophie, qui faisait des casques, des batteries en clipsable, qui font toujours d'ailleurs des batteries que vous mettez comme batterie sur l'iPhone. Mophie, hein. C'est haut de gamme. Moi, j'en avais acheté une à 99 € dans une boutique sur Paris. Et mon épouse a dit c'est trop bien, j'ai trouvé le même. Et elle me dit j'ai trouvé le même à 50 € sur Amazon UK ou je sais plus où. Et elle l'a reçu et c'était marqué Mophie dessous et tout, pas de problème. Sauf qu'au bout d'un mois, elle marchait plus. Donc j'ai renvoyé à Mophie la coque et ils m'ont renvoyé une coque qui n'était pas la même. C'était assez curieux parce que c'était pas le même modèle. J'aurais écrit, j'aurais dit mais je comprends pas par rapport à ce que moi je vous ai envoyé, c'était un truc un peu, ce que je vous ai envoyé c'était un truc un peu mieux que ce que vous m'avez envoyé. Ils m'ont demandé de faire une photo de l'étiquette de l'appareil, de la coque, et en fait ils m'ont répondu en disant on est désolé, mais en fait celle que vous avez reçue, c'était celle que vous avez achetée à la base, c'est une contrefaçon.
Mais c'était marqué Mofi, tu aurais cru que c'était Mofi de A à Z, il n'y a aucun souci. La seule différence, c'était effectivement la typo était très légèrement différente sur une étiquette et sur l'autre, mais sinon ça ressemblait comme 2 gouttes d'eau à une Mofi, quoi. Et alors là, tu dis que le constructeur, il s'est fait avoir 2 fois, puisque non seulement il t'a pas vendu la coque initiale, mais en plus il m'en a renvoyé une gratos. Ils m'ont pas demandé de leur renvoyer la coque qu'ils m'ont envoyée, évidemment. Donc voilà, double pénalité pour le constructeur. Donc c'est un gros problème pour les constructeurs, très clairement. Donc, ok, mais c'est quand même plutôt inquiétant parce que bien sûr que c'est inquiétant, bien sûr. Je te considère comme quelqu'un d'assez avisé quand même, et j'imagine que ta femme et toi vous communiquez, et donc si ça nous arrive, ouais, de temps en temps. Ça vous arrive, et donc si entre guillemets elle a pu pendant plusieurs semaines penser que c'était un vrai, c'est qu'il devait être relativement bien calculé. Ah, mais la copie était parfaite. Ouais. La copie était voilà, et puis au début ça marchait, donc tu te poses pas trop de questions. Effectivement, ça fonctionne. Moi, j'ai pas cherché forcément à me poser plus la question que ça, et j'aurais peut-être dû, parce qu'après, tu sais, le problème d'Internet aujourd'hui, c'est que tu peux aussi trouver des fois des occasions où tu as une promo énorme sur un Amazon ou autre, ou un produit qui était très cher et d'un seul coup prend 50% de différence. Mais moi, Amazon, il m'est arrivé d'acheter d'une fois un disque dur marqué 4 Tera. Tu regardes l'emballage, l'étiquette, c'est marqué 4 Tera. Tu le branches sur ton Mac, c'était un 2 Tera. Ah. Mais Amazon Marketplace, voilà, c'est ce qui arrive aussi. Des fois, on achète des produits, on se dit c'est ce qui est marqué sur la boîte. On reçoit un produit qui a l'air d'être ce qui est marqué sur la boîte, et l'étiquette est bonne. Et là aussi, j'ai été contacté par Western Digital ou je sais plus lequel, ils m'ont posé 2-3 questions en disant c'est quoi ce délire, quoi. Bon, alors c'est un vrai sujet. Dites-nous d'ailleurs sur Twitter, vous qui êtes avec nous en direct en ce mercredi soir, 20h presque 20 sur Watch TV, si vous avez déjà tenté l'aventure d'un chargeur tiers, on va dire, voir si vous vous êtes fait avoir en pensant acheter de l'Apple et vous vous êtes rendu compte que c'était du contrefait. Est-ce que vous avez eu des problèmes ou est-ce que vous êtes tombé sur, entre guillemets, des contrefaçons de qualité? Je pense que ça doit être relativement rare. Quand même, Gilles, comment est-ce qu'on fait la différence entre, on va dire, quel est l'écart entre un chargeur contrefait et un chargeur chinois de sa propre marque? Il n'y a pas de différence a priori. En termes de qualité, puisque ce sont eux qui fabriquent. Donc, ils ont en main tous les éléments pour faire des contrefaçons plus vraies que nature. Je crois qu'on en a parlé il y a quelques semaines aussi. Il y avait une proportion énorme de câbles certifiés, soi-disant certifiés Apple sur Amazon. Je crois que c'est de l'ordre de 80 ou 70%, qui n'étaient pas en réalité certifiés Apple. Ouais. Alors, je suis Twitter pendant qu'on se parle, Gilles et Guillaume, et Céline sur Twitter nous fait passer un tweet de la chaîne de télévision chinoise CCTV qui cite Apple selon qui on va dire une cause extérieure, un endommagement physique extérieur est entre guillemets clairement la cause des 8 boîtiers d'iPhone qui ont pris feu depuis le mois de septembre. En tout cas, 8 iPhones qui auraient pris feu dans la région de Shanghai. Voilà. Cause externe, dit Apple. Après, ça peut être un chargeur de batterie externe aussi. Hein. Tout à fait, oui. C'est sans doute, d'ailleurs, c'est à ça que ça fait référence, j'imagine. Parce qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Ah, mais après, c'est un chargeur direct, hein, que tu mets, voilà, tu prends ton chargeur, genre pas celui-là, parce que c'est un chargeur de pile, mais grosso modo, le chargeur qui ressemble un peu à ça chez Apple, tu branches, et puis voilà, il n'y a rien qui ressemble plus à un chargeur qu'à notre chargeur. Le chargeur, c'est un bout de plastique avec de l'électronique dedans, et après, c'est toute l'électronique qui fait la différence, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des chargeurs, tu les prends, tu les branches, et tu vois que les prises, déjà, elles rentrent à l'intérieur du chargeur. Tu fais, bon, ouais, non. C'est pas flippant du tout, quoi. Mais et le problème, c'est que voilà, si tu regardes tous les appareils électriques qu'on a aujourd'hui, on a tous des dizaines de chargeurs partout, et il est clair qu'aujourd'hui, les chargeurs qu'on va utiliser sur un appareil ou sur un autre sont de qualité extrêmement variable. Ouais. Et même chez les gros constructeurs, moi je me souviens à une époque, chez les constructeurs, il y avait l'ACI, qui est fabricant de disques durs, qui a eu un très grosse série d'alimentation qui claquaient les unes après les autres, et ça a posé pas mal de problèmes à une époque. Maintenant c'est beaucoup mieux. Mais voilà, et parce que c'est
l'électronique complexe en fait. Ça reste quand même de l'électronique très complexe. Et voilà. Et nos appareils aujourd'hui sont relativement sensibles. On a des appareils qui sont extrêmement fins avec des technologies hyper sophistiquées, mais ça reste de l'électronique et avec ses limitations. Donc même si les constructeurs mettent des garde-fous, c'est l'électronique avec de la physique derrière, et de la chimie, puisque là on parle de batterie. Et les batteries, bah voilà, ça gonfle, ça peut exploser. Ce sont des composants chimiques qui peuvent être relativement instables, on va dire. Ouais. Alors pas mal. Pas mal. Oui, vas-y Gilles. Je reprendrai. Pour la scie, en fait, c'est parce que la société qui était en fait un intégrateur qui achetait des disques durs un peu à tout le monde et qui mettait un boîtier dedans avec des designs de Nick Bouton qui sont, moi je trouve merveilleux, et avec une électronique et un logiciel spécifique, s'est fait attaquer dans les années 2005-2006 par un de ses fournisseurs, Western Digital en particulier, et qui a cassé les prix en proposant ses propres boîtiers et sa propre électronique avec des disques durs tout faits. Et donc la scie est obligée de casser les prix et d'aller faire fabriquer en Extrême-Orient des choses qui étaient fabriquées et conçues en France, et de façon beaucoup plus rigoureuse et beaucoup plus onéreuse. Sérieuse, on et donc, va dire, ouais. Sérieuse, voilà. Et donc, du coup, il y a une baisse drastique de la qualité des alimentations, je m'en souviens très bien. Et c'est un peu pour ça que ça finit par conduire à son rachat par, je ne sais plus quelle société américaine. Par Seagate, voilà. Ouais. Mais ça reste de l'excellente électronique, oui. Ouais. Pas mal de messages sur Twitter, alors à propos notamment de ces chargeurs, de ces contrefaçons. Fabien Rochet nous dit, alors c'est un sujet un petit peu annexe, mais il nous dit qu'il va falloir bosser sur les fournisseurs de batteries quand je vous vois les variations des MacBook Pro Touch Bar. Alors là, c'est des batteries officielles, hein, puisqu'elles sont fournies avec Apple, mais c'est vrai que Apple a plusieurs fournisseurs et que selon, on va dire, le modèle qu'on tire, apparemment, dans certains cas, on peut avoir des différences assez notables d'autonomie. Ça te surprend, Guillaume ? Non, ça me surprend pas. Non, le problème, voilà, c'est qu'après la gestion de la charge peut se faire de façon très différente selon les cas. Et certains chargeurs sont intelligents, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, les chargeurs d'Apple, par exemple, sont assez chers parce qu'ils sont aussi dotés d'un certain niveau d'intelligence. C'est comme les piles rechargeables, en fait. Les piles rechargeables, quand tu achètes un chargeur de piles, tu peux acheter un chargeur à que dalle, et puis tu peux acheter un chargeur comme celui d'Apple qui est très joli, qui est pas forcément celui que je recommanderais le plus, mais qui a l'avantage d'être intelligent. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, quand les batteries sont chargées à fond, il va conserver la charge et il va arrêter de les charger tout le temps, en fait. Alors que si vous achetez un chargeur à 10 € ou 15 € dans un supermarché, il faut vérifier que ce chargeur-là, s'il n'est pas intelligent, le problème c'est qu'il risque de mettre tout le temps, une fois que la batterie est chargée à fond, il continue quand même de pousser de l'énergie pour rien. Donc ça consomme de l'énergie et ça vous use aux batteries plus rapidement, donc c'est pas très intéressant. Ça peut être juste intéressant, un chargeur un peu plus costaud, dans un cas, si vos batteries sont complètement mortes. Des fois, ça vaut le coup de les brancher. Si par exemple vous le mettez sur un chargeur Apple et que le truc il vous clignote en vous disant non, c'est pas bon, vous les prenez, vous les mettez sur un chargeur costaud, donc qui lui va plus pousser à fond, donc un peu plus con, on va dire. Et là, l'avantage c'est qu'il va rebooster la batterie, il va la remettre en route, en fait. Ça peut arriver. D'accord. Donc j'ai eu le cas des fois de temps en temps où j'ai des batteries qui marchaient plus, des piles rechargeables qui marchaient plus. J'ai mis sur un chargeur bateau, ça repart et après les autres chargeurs les prennent en charge. D'accord. C'est le dire. C'est un bon petit truc. Ça marche pas à tous les coups, j'imagine. Ça marche pas tous les coups, mais ça marche assez souvent. Ça vaut le coup de le tenter. Sur Twitter, avec le hashtag iWeekTV, on a François le Truédic qui nous dit « J'ai vu des étudiants avec le chargeur contrefait, super léger comparé au chargeur Apple. Il a lâché en quelques mois. » Shinji nous dit « J'ai toujours utilisé les chargeurs d'origine. Par contre, est-ce que c'est mal d'utiliser des chargeurs qui se branchent sur la prise allume-cigare ?» Alors là, on parle de chargeur d'iPhone, du coup, parce que pour un Mac, il faut un transfo. Oui, enfin non, tu prends un chargeur allume-cigare, quoi, allume-cigare USB. Bah non, il faut transformer du 12 volts en 220 pour un Mac. Ah, pour un Mac non, pas forcément, parce que maintenant, tu regardes même sur les MacBook, maintenant, c'est pas du 220, c'est du USB-C, donc à la limite, tu pourrais trouver un chargeur, une batterie qui se mettrait directement. On pourrait recharger un MacBook Pro sur une prise USB dans une voiture ?
Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire, techniquement. Après, le problème, c'est que combien ça prend sur la batterie de la voiture principale, quoi. La question, voilà, c'est ça. C'est bien de pouvoir démarrer après, quoi. Voilà, moi j'avais essayé ça existe. De toute façon, tu as des convertisseurs, tu as dans n'importe quelle supermarché, station de service ou même supermarché, tu trouves des convertisseurs qui se transforment du 12 volts en 220 hein, pour brancher sur ta voiture. Moi j'ai testé, ça a tenu deux charges enfin 2 allers-retours, même pas, et le truc il est mort. Donc pour brancher le portable de mon épouse et ça a pas tenu. Donc c'était pas forcément une bonne idée. Je suis pas forcément pour. Ça marche bien pour les petits appareils. Après sur des gros appareils, je suis plus suspicieux. Je me méfierais. Au moment de l'affaire des batteries Sony qui prenaient feu spontanément aussi, comme quoi c'est pas nouveau, vers 2005-2006, tous les ordinateurs portables étaient interdits d'utilisation dans les appareils commerciaux, dans les vols commerciaux, et Apple avait sorti un petit adaptateur 12 volts pour pouvoir utiliser son portable avec la batterie démontée. On ne pouvait pas charger, mais on pouvait juste utiliser faire fonctionner l'ordinateur avec la prise de la coudoir de la place passager. Donc il y a peut-être un problème non seulement de voltage, mais d'ampérage après derrière. En fait, il y a quand même pas mal de constructeurs qui ont eu un moment de leur existence assez récente de vrais problèmes autour des batteries. Apple a été relativement épargné pour l'instant. Oui, mais c'était le moment où Sony fournissait à peu près l'ensemble de l'industrie. Dell avait des problèmes, HP également. Est-ce que vous connaissez une marque qui s'appelle Anker, A-N-K-E-R? Ouais, c'est plutôt pas mal. On en trouve beaucoup effectivement aujourd'hui. C'est pas mal du tout. Enfin, j'ai quelques appareils de chez eux, en particulier des batteries, des kits de batterie externes, qui fonctionnent plutôt bien. Ils ont des produits qui ont l'air de tenir la route. En tout cas, j'ai pas eu de soucis avec ce qu'ils proposent. Bon, ça peut être une marque éventuellement qu'on peut conseiller, qui est relativement. Et puis tu sais ce qu'on dit, Anker vaillant, rien n'est possible. Merci. Mais c'est vrai que tu citais Mophie tout à l'heure. Voilà, moi qui n'ai jamais eu d'étui pour iPhone avec batterie intégrée, j'ai évidemment fait l'impasse sur celle d'Apple pour les raisons que vous savez, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de cette housse. Voilà, les étuis Mophie, ils m'ont toujours fait rêver, j'en ai jamais eu. Voilà, pour moi, c'est un peu la référence. Je crois que c'était parmi les premiers à en faire d'ailleurs. Hein. Alors Mophie, moi j'aimais bien le produit. En fait, le problème quand même, c'est que ça rajoute. Alors, il y a deux choses. En fait, c'est que d'abord l'autonomie des iPhones, c'est plutôt. Alors, je vais faire attention à ce que je dis, mais s'améliorer avec le temps, en particulier sur les modèles haut de gamme. Les gros iPhones, en particulier, il n'y a plus de soucis. Vous prenez un iPhone 6 Plus ou 7 Plus, enfin 7, donc les grandes tailles. Ces appareils-là, ils ont une grande autonomie. En fait, vous pouvez tenir une journée sans aucun problème. Et du coup, je me sens moins pénalisé que par le passé. Et puis, le problème, c'est vrai qu'une coque comme Mophie l'est fait, ça marche pour une génération d'appareils, pas deux, grosso modo. Vous savez que la génération suivante, ou au pire dans 2 générations, votre coque elle est plus valable parce que il faut la changer, vu que l'appareil lui-même va changer, alors qu'une batterie externe, vous pouvez l'utiliser pour charger votre iPhone, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour charger votre 3DS ou n'importe quel autre appareil à partir du moment où vous avez un connecteur qui va bien, quoi. Donc ça, du coup, et puis ça rajoute du poids sur l'iPhone, quand même, votre joli iPhone 6 Plus ou 7 Plus, il triple de volume, quoi, donc c'est un peu dommage. Donc du coup, je suis revenu à avoir juste une batterie externe dans mon sac au cas où pour les grosses urgences, ça me permet de garantir 4 charges, et puis voilà, quoi. Et j'utilise de temps en temps quand j'ai vraiment un problème, mais c'est plutôt sur d'autres appareils que sur l'iPhone aujourd'hui. Tu vois, le fait effectivement qu'on puisse pas garder cet étui pour l'iPhone suivant, c'est la raison qui m'a dissuadé d'y passer. Et pourtant, je suis constamment en panne de batterie sur mon iPhone. D'ailleurs, j'ai un iPhone 6S ici, et je suis moi-même affecté par le bug de la batterie. Voilà, ici, à 25%, il s'éteint un jour sur 2. Donc le pire, c'est que c'est pas un bug récent, en fait. Moi, j'ai eu sur un iPhone 5S, je sais même pas si sur le 4S à l'époque. Non, ça va être à partir du 5S où je l'ai vraiment eu, où effectivement, de temps en temps, la batterie, t'as 25%, 20%, et d'un seul coup, bim, il n'y a plus rien. Le téléphone s'éteint, et voilà. Et en fait, tu rebranches, et il dit, ok, pas de souci, il me reste 20%. Pourquoi on sait pas.
Et là, c'est un vrai problème pour Apple parce qu'ils n'arrivent pas à corriger ce genre de truc. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à le corriger. Et surtout, là, ils nous disent, là, ils ont sorti un programme en disant, ouais, il y a des petites séries d'appareils qui sont touchés. Pour moi d'expérience, ce problème est plus général et il se limite pas à quelques appareils, quoi. Bah, après, des fois, il y a des méthodes pour le réinitialiser. Enfin, le souci, c'est que dans ce genre de cas, Apple, grosso modo, ce qu'ils vous disent, c'est, vous sauvegardez votre appareil, vous réinitialisez complètement l'appareil, vous reconstituez, vous remettez pas de sauvegarde, en fait, de votre appareil, vous le remettez comme neuf, et après, vous remettez les paramétrages de tous vos applications, etc. Ce qui est une vraie plaie, enfin, c'est une horreur, quoi, à faire, c'est pénible. Donc ça c'est vraiment le souci, c'est qu'aujourd'hui Apple n'a pas une procédure pour dire on vous permet de restaurer une sauvegarde, mais en s'assurant quand même que tout ce qui est sur la couche système qui pourrait être un peu pourri, ce soit un peu plus clean, quoi. Et ça c'est assez relou. Alors je viens de retweeter un tweet de Céline avec un lien, apparemment une page sur le site sur apple.com avec des conseils pour détecter les accessoires contrefaits. Ça peut servir notamment en ce moment où vous faites peut-être des cadeaux que vous achetez par correspondance via Internet. JJTer, qu'on salue, un des fidèles de l'émission, nous dit salut, je charge avec une multiprise USB x4 branché sur secteur pour l'iPad, l'Apple Watch et l'iPhone. Ça marche nickel pour 12 €. Bon, là on est sur de la recharge via USB. Je pense que finalement un chargeur secteur pour iPhone, finalement il y a pas vraiment de transfo. Si, du 220 ou de quoi pour un chargeur secteur pour iPhone. Dans le petit embout, dans la petite prise murale blanche là dans laquelle on vient mettre le câble USB, il y a quoi finalement? T'as un transformateur, oui. Il transforme 220 alternatif en 12 volts continu. Enfin, je sais pas combien de volts continu. Dans cette petite chose-là. Bah oui, tout petit, c'est pour ça que c'est beau. Bon, d'accord. Et tu sais que Steve Jobs, lorsque le Mac, le premier Mac est sorti, l'une des grandes fiertés de Steve Jobs, c'était l'alimentation du premier Mac, qui était une alimentation à découpage, et c'était une de ses grandes fiertés. Ouais. Il était aussi fier de l'alimentation à découpage, qui est devenu en fait un truc générique après dans toute l'industrie, que du reste quasiment de la machine, quoi. Et c'était un vrai travail d'ingénierie fantastique. Ouais, je me souviens de l'histoire. Il était pas allé chercher un spécialiste des batteries qui intégrait sur des Harley Davidson ou une histoire comme ça? Si, voilà, il y a une histoire comme ça. Je sais plus. Alors malheureusement, j'ai plus le nom parce que je suis pas très bon sur le nom des différents créateurs, mais je pourrais le retrouver. Et ce type-là, voilà, c'était un mec qui était un vrai génie et ils ont bossé comme des malades pour intégrer ce type d'alimentation dans le premier Mac, quoi. Le problème, c'est que voilà, nos ordinateurs, nos appareils électroniques, ils fonctionnent tous avec du courant. Voilà. Donc, il faut vraiment beaucoup d'idées et que le courant, ça s'apprivoise pas comme ça. Hein. Si vous avez déjà mis des doigts dans une prise, vous voyez que ça peut faire un effet un peu bizarre. C'est très compliqué le courant à gérer. Donc c'est un des vrais enjeux en fait pour les constructeurs, c'est d'avoir aujourd'hui des appareils qui tiennent une journée. Tout en ayant des performances. Et c'est là aussi où on se rend compte en fait que il y a un souci en fait sur la perception qu'on a de nos appareils électroniques, c'est qu'en fait aujourd'hui, on râle parce qu'un iPhone il tient une journée et qu'il y a 10 ans il tenait une journée et c'était pareil. Et c'est pourquoi ça n'a pas évolué plus. En réalité, la seule chose, c'est qu'en 10 ans, votre appareil il fait 20 milliards de fois plus de trucs qu'avant. Et avec des fonctions de géolocalisation super poussées, du Bluetooth que vous pouvez laisser actif en permanence, du Wi-Fi en fait, voilà, la 4G, des vidéos 4K et autres. Et en même temps, on voudrait avoir la même autonomie, enfin plus d'autonomie, sauf que voilà, les processeurs sont plus puissants aussi, ils ont besoin de l'énergie. Et en fait, le vrai exploit, c'est d'avoir toujours une journée de batterie, alors que nos appareils doublent, quadruplent de puissance chaque année, quoi. Ouais. C'est ça qui est fou. Alors, mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une semaine, mais aujourd'hui, malheureusement, les lois de la physique font qu'il est extrêmement difficile. Alors, on voit régulièrement qu'il y a des annonces de scientifiques qui disent « Ouais, on va faire des batteries qui tiennent une semaine ou voire un mois, et vous allez voir, ce sera génial. » Donc, ça fait tout le buzz des journaux pendant quelques jours. Mais on en est à l'étape des concepts. Et après, des fois, comme on dit, il y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Bon, il faut... Oui, Gilles, si on veut vraiment augmenter la durée de vie, la durée de fonctionnement entre deux charges d'un smartphone, il faut fermer des services, et des services gourmands dont on n'a pas besoin, comme le Bluetooth ou le Wi-Fi éventuellement, quoi. Si on a de la 4G ou... Ouais. Bah, c'est vrai que sur les iPhones, enfin moi en tout cas, moi le premier, je suis un très mauvais élève, j'ai tendance à avoir une quantité d'applis ouvertes en même temps démentielle. Hein, bon. De quoi, sur ton iPhone ? Oui. Mais non, mais en réalité, n'oublie pas... Alors, surtout quand je le prête à mon fils qui lance 50 jeux en une demi-heure. Alors, on va arrêter avec cette histoire des 50 jeux et tout ça. Ton iPhone n'a jamais 50 jeux qui tournent en permanence.
Alors, je vais encore le répéter. Je saurais... Enfin, en tout cas, les fenêtres sont ouvertes. Les fenêtres sur ton iPhone, quand tu fais tap-tap, comme ça, donc si tu prends ton iPhone, je vais mettre à la caméra, regardez, c'est magnifique, c'est l'iPhone de Guillaume Jet, c'est exclusif, attention, notez-le bien. Si vous faites tap-tap, donc effectivement, vous voyez plein de petites applications, et regardez, là, j'ai plein de trucs lancés depuis des mois et des mois. Mais et vous pensez vraiment que ces applications-là, celle-là santé, j'ai dû la lancer il y a 4 mois, il y a un écran blanc, pourquoi il y a un écran blanc? Parce qu'en fait, si je tape dessus, elle va se recharger, elle va juste se lancer, c'est juste en fait, grosso modo, un alias vers l'application, c'est tout. C'est pas l'application qu'elle a lancée. L'application, ça fait longtemps que le système, il l'a tuée avec perte et fracas parce qu'elle n'est pas utilisée. Ouais. Grosso modo, sur votre iPhone, quand vous avez des applications lancées, en fonction de la mémoire de l'appareil, vous aurez plus ou moins d'applications lancées. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un iPhone récent, c'est qui permet d'avoir des fois un petit peu plus de lancées. Mais en réalité, quand vous allez taper sur l'application, vous allez voir que finalement, elle va se rafraîchir et que d'un seul coup, je suis à Vitry-sur-Seine. Vous allez voir que finalement, l'application, des fois, elle va mettre un petit peu de temps à se charger, parce qu'en fait, elle n'était pas vraiment chargée. En fait, elle était juste là en attente ou en veille et qu'elle n'est pas réellement lancée sur votre appareil. Et l'iPhone, c'est ça. Et souvent, d'ailleurs, la grosse erreur, j'ai déjà dit, on l'a déjà répété, la grosse erreur à faire, c'est de dire j'ai trop d'applications lancées, je vais toutes les quitter en faisant vers le haut. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Au contraire, ça veut dire que la prochaine fois que votre application que vous avez lancée il y a quelques minutes, vous voulez la relancer, là, il va la forcer à relancer depuis l'appareil. Donc, du coup, ça va prendre plus d'énergie que si vous le laissez tranquille. Ne faites ça que vraiment si vous avez votre appareil qui chauffe sans raison. Si vraiment votre iPhone, vous vous rendez compte que si vous vous rendez compte que votre iPhone, quand vous sortez de la poche, il est bouillant et qu'il n'y a pas de raison qu'il soit bouillant, là, faites-le. Ouais. Là, quittez effectivement les applications les unes après les autres, ça peut aider parce qu'il y a peut-être une application plantée qui pose problème. Facebook, je pense à toi. Par contre, si derrière... Ton explication, c'est un peu comme le start and stop des voitures, quoi. Il vaut mieux rester au ralenti au feu rouge que redémarrer. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, c'est comme votre MacBook Pro, MacBook Air ou MacBook, ce que vous voulez, ne l'éteignez pas tous les soirs, c'est débile. Mettez-le en veille. Le lendemain matin, vos applications seront prêtes, vous n'allez pas perdre 2 minutes à le démarrer. L'énergie que vous avez bouffée à le redémarrer tous les matins, finalement, c'est l'énergie qui sert à rien. Mon MacBook Pro, je le redémarre une fois par mois, pas plus. Hein. Bon. Ça sert à rien de le démarrer. Très bien. À vos ordres, chef. Thierry nous envoie un lien. C'est l'expert qui parle, compris? Donc écoutez-moi. Alors, Thierry sur Twitter nous envoie un lien vers le site de 20 minutes. Le titre: Explosion d'iPhone en Chine, Apple rejette toute responsabilité. Voilà, c'est bien ce qu'on avait compris tout à l'heure. Shinji nous fait une petite parenthèse au sujet de la batterie de l'Apple Watch qu'il trouve juste nickel. Alors, je ne sais pas s'il veut parler de la batterie de l'Apple Watch série 2. Alors, cela dit, sur les dernières versions de l'OS de l'Apple Watch, j'ai constaté une très nette amélioration. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, quand je me couche le soir, moi, je la mets vraiment le matin quand je me lève relativement tard, parce que je me suis couché tard, je suis pas un lève-tôt, mais je me lève le matin, elle est à 100%. Le soir, je me couche, elle est souvent au-delà de 40-50%. Ce qui n'était pas le cas du tout auparavant, où grosso modo je me couchais, elle était vraiment à 20-15% maximum, quoi. Donc à la limite, je vais pas dire que je pourrais tenir 2 jours, mais voilà. Moi, mon premier réflexe le matin, c'est que je la prends, je la mets, et je vais prendre ma douche. Hein, donc bon, voilà. Donc il y a un vrai mieux sur l'Apple Watch série 2. Ouais, je pense qu'il y a une vraie amélioration. Ouais. Bon, apparemment tu as des non seulement des fans, mais en plus des fans qui sont d'accord avec toi. Puisque François dit qu'effectivement le système gère les mises en veille des applications. Bien sûr. Et Fabien ajoute apparemment il vaut mieux laisser les applis ouvertes, effectivement. Le gros problème, c'est qu'en fait on veut travailler avec nos téléphones de la même façon qu'on a travaillé avec nos ordinateurs pendant des années en fait. Et du coup, ça pose problème, oui, parce que les fonctionnements sont pas les mêmes. iOS, c'est pas macOS, donc ça n'a pas d'intérêt. Soit dit, même sur macOS, ne quittez pas vos applications s'il n'y en a pas besoin, quoi. J'ai la mémoire. Tant que votre machine ne vous dit pas il n'y a plus de mémoire, laissez-les ouvertes. Gilles, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire que c'est comme un marque-page dans un livre. Savoir avec le système de journalisation, je suppose, et on reprend là où on a laissé l'application. C'est ça tout le système, toute l'astuce, et le système est génial pour cette raison-là. On n'a pas besoin de repartir à zéro. Ouais. Et il faut revenir en arrière encore une fois et avoir une version un peu diachronique. Il y avait une polémique entre Steve Jobs et les gens d'Android. Le multitâche n'était pas
a mis du temps à être mis en place sur l'iPhone et sur iOS. Et Apple voulait tout simplement un système qui ne puisse pas gréver de façon trop importante justement l'autonomie de l'iPhone en pouvant utiliser des applications en même temps. Et c'est l'astuce qu'ils ont trouvée. C'est vraiment grâce à la journalisation d'OS 10, je suppose, l'application reste à l'endroit où elle était, garde une trace de l'endroit où elle était et elle reprend. Elle ne repart pas de zéro, tout en ne fonctionnant pas en tâche de fond. Oui, absolument. D'ailleurs, Céline a envoyé un tweet qui va tout à fait dans ton sens, Gilles, parce qu'elle dit, en rebondissant sur ce que disait Guillaume, il a raison, Guillaume, on n'est pas chez Android. Voilà. Petit clin d'œil. Oh, il n'y a plus de son. Alors ça, c'est parce que la pause yaourt t'a fait couper ton... C'est la pause yaourt qui m'a tué, voilà. Non mais ça vouloir aller taper sur Android ou sur les autres, c'est pas la question. C'est que voilà, l'approche des fois d'Apple, elle est très... Et Apple est critiqué là-dessus, c'est qu'en fait des fois ils ont une approche très rigoureuse et parfois très limitative de certaines fonctions, en pensant que c'est pour le bien de l'utilisateur. Et souvent, malheureusement, heureusement, souvent ils ont raison. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si le premier iPhone on avait fait fonctionner de la même façon que on fait fonctionner un macOS ou un Windows, ça aurait été une catastrophe en termes d'expérience utilisateur. Voilà. En fait, le problème, c'est que aujourd'hui, avec iOS, Apple a essayé de proposer autre chose, un autre fonctionnement de l'informatique, et c'est ce qu'ils veulent faire avec l'iPad, en fait, où oui, on n'a pas besoin de s'occuper de ces gestions, de quitter les applications, de les lancer. Vous avez une petite icône, vous tapez dessus, ça marche, et point, et vous n'en avez plus besoin, elle n'est plus là. Et quand on vient de l'informatique pure et dure, ça paraît très compliqué tout ça. Enfin, ça nous paraît plus compliqué parce qu'on veut garder un contrôle certain sur l'information. On veut, tout comme moi, j'ai déjà vu des gens en formation, des fois, qui râlaient sur iTunes parce qu'ils aimaient pas que iTunes, quand on mettait sa musique dans iTunes, eh ben, ils la plaçaient, ils la rangeaient, ils la classaient comme ils voulaient sur le disque dur. Ça leur plaisait pas, et c'est souvent des gens qui venaient du monde Windows, eux, ils voulaient que les fichiers restent comme ils avaient classés sur le disque et basta. Pourquoi pas? Mais après, l'avantage de ces outils, c'est aussi qu'ils servent à nous simplifier la vie. Donc si après on se tape tout en manuel pour après gérer de façon... alors que l'ordinateur peut très bien le faire automatique, c'est un peu dommage. La mémoire, la gestion de la mémoire, c'est pareil. Pourquoi devoir s'enquiquiner à savoir ce qui est lancé en mémoire, devoir quitter les applications, alors que le système, finalement, c'est son boulot. Et si c'est le gérer de façon dynamique et intelligente, pourquoi pas? Et ça marche très bien sur iOS pour une raison, c'est que les applications sont en plein écran. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, alors on peut faire du multi-écran, multi-application, mais on le fait quasiment pas, faut être honnête, parce qu'il y a que l'iPad qui le gère bien. Mais le fait est qu'on veut avoir une approche où finalement on veut gérer les applications comme on le ferait sur notre Mac, mais c'est pas la bonne approche. Et tant qu'on n'a pas l'idée de s'abandonner un peu à ce fonctionnement qui est différent, on répète des erreurs du passé finalement. Et on est contre-productif et c'est ça qui est dommage. Bon, je crois qu'on a fait une bonne tranche là sur ces questions de batterie, de contrefaçon, d'autonomie. À moins que tu aies un dernier détail à ajouter, Gilles. Non, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, et j'aime bien ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être dans le lâcher-prise, et c'est les difficultés qu'ont les gens qui viennent de Windows quand ils sont sur la plateforme macOS ou même iOS, quoi. Ou même sur macOS, oui. Même sur macOS, c'est pareil en fait. Le mot est juste, je trouve, c'est lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, ne vous occupez pas de ce qui se passe derrière, l'informatique le gère pour vous. Mais on a eu les mêmes critiques sur beaucoup de logiciels Apple. Je me souviens quand iPhoto est sorti, c'était un tollé pour beaucoup d'utilisateurs parce que les gens qui venaient du monde de la photo, qui étaient habitués à classer leurs photos eux-mêmes, etc., ils ne toléraient pas l'idée que l'application gère un silo en fait dans lequel vos photos sont classées et puis c'est elle qui le gère, vous n'allez pas aller voir dedans. Et d'ailleurs, si vous allez voir dedans et que vous manipulez à la main, souvent c'est une catastrophe. Faut surtout pas faire ça. Donc c'est le principe de Phototech avec Cloud, c'est le principe de plein de choses comme ça où Apple masque dans une volonté de simplifier. En fait, il masque des choses qu'on a finalement effectivement pas spécialement besoin d'aller voir. Pourquoi je dois m'inquiéter à aller reclasser mes fichiers dans le Finder? Finalement, dans iOS, il n'y a pas de Finder et il y a beaucoup de choses qu'on fait très bien sans le Finder, qui est une lourdeur supplémentaire dans l'interface et qui est complexe à appréhender pour beaucoup de gens, quoi. On n'a pas forcément... Je pense que pour Apple, aujourd'hui, pour aller très loin, je pense que pour Apple aujourd'hui, et j'en ai déjà discuté avec des gens là-bas, le Finder sur macOS c'est presque une contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils pouvaient trouver une solution pour s'en débarrasser, ils s'en débarrasseraient. Mais on n'en est pas encore là.
C'est-à-dire qu'en fait, techniquement, les gens sont très attachés au Finder, mais même si on voit qu'il y a des petits bouts d'OS où ils sentent qu'ils mettent en place les fonctions de partage d'informations avec la petite flèche, on clique dessus, on peut envoyer directement un message depuis Safari ou autre, on sent qu'ils ont envie quand même qu'il y ait des passerelles qui se fassent sans avoir besoin de systématiquement passer par le Finder. Mais parce que tout ça, ce sont des résidus d'une époque d'il y a 30 ans. Voilà, Apple a inventé le bureau, ils ont inventé tout ça, et c'était formidable. Ouais. Mais ça complexifie encore plus aujourd'hui avec Internet et tout ça autour, quoi. Bon, effectivement, donc à propos de l'Apple Watch... Oui. Non, mais je sais pas comment on est passé des batteries au sujet du Finder et tout ça, mais je trouve ça fascinant. Fascinant. On a encore un sujet. On n'aura pas parlé de beaucoup de sujets aujourd'hui, mais au moins on aura parlé de cette question des batteries relativement en profondeur. Shinji nous confirme que oui, c'est bien l'Apple Watch Série 2 qu'il utilise. Thierry nous dit une journée entière, je l'utilise à fond. Il reste presque 60% de batterie en fin de journée sur l'Apple Watch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 jours sans la recharger? Ouais, à peu près, ouais, presque. Arnaud te souhaite un bon dessert, Guillaume. Oui, merci Benjamin. Écoute, ça fait partie des coulisses de l'émission, donc je trouve ça bien que vous sachiez ce qui se passe quand Guillaume n'est pas à l'antenne. Je suis arrivé 5 minutes avant qu'on prenne l'antenne. C'est vrai, absolument. François nous dit, après une journée d'utilisation et surtout 2h20 de sport, pendant lesquelles son Apple Watch est sollicité. Alors, ma série 0, alors, c'est quoi la série 0 ? C'est la première série en fait, puisque c'est la série 2, et puis la série 1 maintenant c'est l'Apple Watch 2, oui, mais sans les fonctions de l'Apple Watch. D'accord. Donc il n'a plus que 19% de batterie, mais pour lui c'est suffisant. Voilà, continuez à nous envoyer vos tweets avec le hashtag iWeekTV, on va continuer à suivre. Je voudrais qu'on termine l'émission, il nous reste une dizaine de minutes en parlant de l'Apple Watch et du trimestre qui se dessine avec des infos contradictoires entre un trimestre potentiellement record en perspective et puis des chiffres de vente en chute libre, notamment pour l'Apple Watch. On va en parler dans un instant, mais d'abord, je voudrais qu'on prenne un petit peu, une petite respiration, on va dire, et qu'on prenne aussi un petit peu de hauteur ensemble pour aller regarder à quoi ressemble le campus Apple. C'est beau. Voilà, il en est là. En tout cas, il en était là il y a quelques heures ou quelques jours. On approche de l'inauguration. Hein, on en disait quelques mots il y a 8 ou 15 jours avec Ellie notamment. C'est pour le printemps, l'inauguration. Est-ce que vous suivez ces images? Alors, la plupart sont faites par des amateurs qui font voler des drones dans la périphérie du campus. Alors, d'ailleurs, on voit le théâtre là qui remplacera le petit théâtre d'Apple. Je sais pas, j'ai pas eu d'infos moi j'ai pas eu du tout d'informations. Je suis pas trop intéressé, j'avouerai, sur l'histoire du campus 2 en dehors de ce qui s'est dit dans la presse. Donc bon, mais oui, normalement c'est ce qui est annoncé, c'est printemps. Après sur ce genre de déploiement, après on peut se dire que est-ce qu'ils vont avoir du retard? Je pense pas, parce que connaissant Apple, s'il faut qu'ils mettent les moyens pour que ce soit à l'heure, ce sera à l'heure. Ouais, c'est ça. Bon, je pense. Alors les AirPods, c'est un autre problème. Les AirPods, on les attend toujours pour Noël, merci Apple. Ah tiens, d'ailleurs, attends, on va en reparler. Voilà, mais pour son bâtiment, je pense qu'ils vont se démerder pour que ce soit fait dans les temps qu'ils ont dit, quoi. Ouais. Gilles? Ils ont décalé, ça devait être prêt pour l'automne, et ils ont décalé au printemps. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire. Tu parles de l'inauguration? Oui. Ouais. Et puis il y a une infrastructure assez lourde à mettre en place, dans la mesure où le campus doit être entièrement autosuffisant en termes d'énergie propre. Et donc l'alimentation en photovoltaïque va être relativement coûteux à mettre en place et à optimiser, je pense. Absolument. Alors pendant que les images défilent, je remonte les tweets parce que j'en ai vu un tout à l'heure que je voulais vous citer justement. Je voulais vous citer justement. L'histoire du pull. Je remonte les messages. Apparemment, certains d'entre vous ont encore des problèmes de son. Alors je dois dire que là, au contraire, tout a l'air de marcher. Donc je ne pense pas qu'il y ait des problèmes de son ce soir.
Sauf si vous êtes, si vous avez des problèmes de son, dites-le moi, mais je ne crois pas. Ou alors c'est des messages de la semaine dernière qui remontent maintenant. Non, je cherchais un tweet qui faisait référence à un message de l'Apple Store à propos des AirPods disant que le statut de la commande venait de changer. En gros, pour passer en attente à commande en cours de préparation ou quelque chose comme ça. C'était François, je crois. C'était François, hein. Bah écoute, ils sont gentils de me les envoyer quand tu les reçois, hein, merci. Qu'est-ce que tu as dit ? Je disais, quand il les aura reçus, il sera gentil de me les envoyer. Ouais, c'est ça. Bon, ça aurait pu faire un très beau cadeau de Noël, mais probablement que les AirPods vont rater Noël. Hein. Ça, c'est le risque. Ça, par contre, c'est un vrai problème pour Apple. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont du mal maintenant même à respecter leur deadline. Et ils présentent un produit en septembre, et ils disent ça dispo dans un mois. Et là, où on est 2 mois après, il n'y a toujours rien. Pas d'annonce, c'est quand même dramatique, quoi. Ouais. C'est triste. Enfin, c'est pénible, quoi. Enfin, ils ont raté la période de Thanksgiving, quand même, qui est la plus grosse période aux États-Unis. Ça, je trouve ça quand même dramatique. Ouais. Et là, on en est à décembre, Noël, toujours rien, quoi. Donc, c'est quand même très bête. Parce que c'est pas un cadeau bon marché, hein. C'est quand même un cadeau à 150 € et quelques, mais pour le coup, c'est un bon cadeau. Moi, je pense que c'est un bon cadeau de Noël. Enfin, voilà, c'est quand même des beaux écouteurs de nouvelle génération, tout ça, ça a clairement un intérêt d'être offert à Noël, même si c'est effectivement un peu coûteux. Mais pour quelqu'un à qui tu tiens vraiment, t'as envie de lui faire vraiment plaisir, tu peux lui mettre un peu d'argent si t'as envie, si t'as mis de côté, tu peux lui offrir ça. Mais voilà, c'est un peu dommage qu'il rate ça. Rendez-vous manqué. Gilles? En même temps, on peut mettre un bon dans une enveloppe au sapin de Noël. En même temps, ils font tellement de bénéfices durant ce trimestre-là que ça veut dire qu'ils en feront un peu moins et qu'il y aura quelques cadres qui vont rater leur bonus. Et puis voilà, il n'y a pas mort d'homme. Il y a tellement de produits qui s'embouteillent dans le pipeline, à la sortie du pipeline au moment du trimestre de Noël. La prochaine fois, ils seront à l'heure s'ils veulent toucher leur stock option, quoi. Alors, justement, Gilles, comment est-ce qu'on peut appréhender le trimestre en cours, parce que on a quand même des infos assez contradictoires à la fois sur les ventes de l'Apple Watch qui seraient en chute libre, et c'est Ellie qui nous a envoyé ce lien. Ellie qui pouvait pas être avec nous ce soir, qui nous a envoyé ce lien en ajoutant 3 points d'interrogation, parce qu'il ajoute on n'arrive pas à en avoir, donc c'est sûr que s'il y en a pas à vendre, les ventes peuvent pas être dithyrambiques. Et dans le même temps, on a apparemment eu des estimations de Tim Cook sur la base aussi de rapports d'IDC, selon lesquels les ventes crèveraient le plafond, avec potentiellement un nouveau record absolu de ventes ce trimestre sur l'Apple Store. Comment est-ce que vous sentez ce trimestre, vous, entre les nouveaux produits, les problèmes de stock, d'approvisionnement, les produits qui arrivent en retard? Je vais juste rebondir sur l'histoire la Watch et de ses chiffres de vente. Faut juste que Tim Cook, à un moment, il dise juste on en a vendu vraiment tant. C'est-à-dire qu'en fait, ça m'énerve fortement. Alors, c'est le truc qui m'énerve particulièrement, par exemple, avec Amazon, qui dit on a fait un record génial de vente sur nos Echo, sur nos Kindle, etc. On est premier des ventes. Et quels sont les chiffres? On dit pas. Voilà. On a eu la plus forte progression, mais on dit pas combien. C'est du bullshit. C'est super énervant. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avez des chiffres, vous dites, on a vendu plein, super. Dites combien? Juste ça. Même si, machin, on s'en fout. Apple est le premier, ils disent qu'ils sont les premiers sur le marché des smartwatches. Donnez juste des chiffres de vente. Ça, ok, peut-être qu'à un moment, vous avez, je sais pas quel est l'avantage stratégique que vous allez avoir ou le problème stratégique. Là, mais ils avaient décidé qu'ils en donneraient pas. Donc voilà. Non, mais d'accord, mais dans ce cas-là, juste le problème, c'est qu'après dire, on a fait des ventes records. Bah ouais, mais sauf que là, moi aussi, je peux dire, écoutez, j'ai fait des ventes records de, je sais pas quoi, de ce que je vends, voilà, de prestations, croyez-moi. Maintenant, c'est que de la com. Pas sur mon bilan, je vois pas l'intérêt, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste que ça fait pas crédible. C'est ça qui est un peu dommage. Alors, il faut repréciser. Bon, ça s'appelle le brouillard de guerre. Les constructeurs ont le nez sur les publications de leurs concurrents, et ils sont sur un marché naissant, extrêmement concurrentiel. Ils ont lancé eux-mêmes, il faut s'en rappeler ça, c'est eux qui ont lancé Samsung sur la piste de la montre connectée
en laissant fuiter qu'il travaillait là-dessus. Et souvenez-vous, dans les 15 jours, on avait Samsung qui disait « Ah oui, mais nous aussi, on travaille sur une montre connectée, vous allez voir ce que vous allez voir ». Donc, il ne publie pas de chiffres pour ne pas donner d'indications sur les composants et le prix que ça leur coûte, en fait, à l'unité. Ça, c'est pour le brouillard de guerre. Non, mais il pourrait donner un chiffre de vente sans donner d'infos sur les composants. Mais si, parce que si tu sais combien tu en as vendu, tu sais combien tu en as fabriqué, combien tu as acheté de composants, et à partir surtout pour Samsung, qui est à la base un fabricant de composants électroniques, ils savent ce que ça coûte, puisque plus tu en commandes, moins ça coûte. Ouais. Mais à mon avis, c'est pas bon ça comme argument, parce qu'après Apple, ils s'en foutent, ils ont leur marque, ils ont plein de choses, ils ont leur écosystème qui fait que quel qu'il soit le produit qu'ils vendent, à la limite, je dirais qu'il va se vendre de toute façon. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. C'est le tout début. Je finis sur les chiffres. IDC parle d'une chute des ventes de 71% pour l'Apple Watch. Ils n'en savent rien. Les seuls qu'elle bat des records. Les seuls qui savent quelque chose, c'est GFK qui compte effectivement les montres qui sont livrées. Les autres font seulement des estimations à partir de sondages. Donc, si tu peux répondre à Guillaume, les seuls qui savent les chiffres, ce sont les fabricants et GFK. Oui. Bon, écoutez, on va, je pense, rester sur cette incertitude qui plane sur le trimestre en cours. En tout cas, on en reparlera évidemment. On va continuer à suivre vos messages. Je voudrais vous encourager, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner au podcast d'iWeek. Je vous rappelle que c'est gratuit, c'est sur l'iTunes Store que ça se passe. Vous avez 5 podcasts différents pour l'émission. Vous avez un podcast audio. C'est génial pour écouter l'émission en voiture, par exemple. Et puis vous avez 4 podcasts vidéo, de la plus petite définition si vous êtes en très très bas débit jusqu'au format HD en 720p pour nous regarder dans de bonnes conditions sur votre iPad, par exemple. Et puis vous avez évidemment aussi toujours les applis et l'Apple TV. Voilà, tout ça, c'est gratos. Merci beaucoup, Guillaume. Salut, profitez de moi en HD, vous allez voir, c'est des chiffres. Exactement, et du yaourt. Et mon yaourt. Salut Gilles. Salut Benjamin, à bientôt. Merci à tous les deux d'avoir passé cette soirée, ce début de soirée avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine, j'espère avec le retour d'autres visages familiers. On parlera sans doute encore un peu plus de Noël. Je vous propose d'ailleurs qu'on vienne tous avec 2-3 idées de cadeaux qu'on aimerait soit offrir, soit se faire offrir à Noël. Ça vous donnera peut-être des idées. Merci à tous, passez une très bonne soirée sur Watch où les programmes continuent. Dans un instant, le nouveau numéro du Garage avec Alex Lenoir et Driss Abdi. Salut à tous.